Si vous avez réalisé les multitests, vos résultats ont dévoilé 5 différents profils. Si ce n'est pas encore le cas, cliquez sur le lien sous la description pour y accéder. James Redfield, dans La prophétie des Andes, explique que l'éducation, au sens large, famille, école, culture, etc., crée en nous des mécanismes de domination, des modes inconscients de prise d'énergie sur les autres. Nous sommes tous concernés. Ce qui nous diffère les uns des autres, c'est le niveau de ces tendances émotionnelles. Selon lui, au lieu d'apprendre à se connecter directement à l'énergie universelle, une énergie de paix et de plénitude disponible pour tous, en soi et autour de soi, on a souvent été conditionné à chercher cette énergie à travers le contrôle des autres. C'est ce qu'il appelle les drames de contrôle. Il en distingue plusieurs types principaux. L'intimidateur, qui prend l'énergie par la force, la peur. L'interrogateur, qui prend l'énergie en critiquant et posant des questions déstabilisantes. La victime, qui attire l'attention par la plainte ou le malheur. L'indifférent, qui garde une distance froide pour forcer les autres à venir vers lui. Chacun de ces mécanismes est issu, suite à l'éducation qu'on a reçue, des stratégies qu'on a dû développer enfant pour obtenir de l'attention, de l'amour ou se protéger. Bref, l'éducation n'est pas neutre, elle nous modèle, nous domestique et parfois, sans le vouloir bien inconsciemment, nous enferme dans des jeux de pouvoir. Rappelons ici qu'il existe une alternative que nous pouvons tous incarner et cultiver. Le profil centré aligné. Nous le découvrirons en guise de conclusion pour nous permettre de nous projeter vers une version de nous-mêmes qui révèle qui nous sommes véritablement. Ce 5e profil évalué, le centré, qui signifie pour la plupart du temps que vous êtes aligné à qui vous êtes réellement et que vous agissez au lieu de réagir. Vous êtes en maîtrise de vous, de vos émotions la plupart du temps. Vous savez vous ressourcer en vous-même pour épuiser l'énergie infinie qui y réside. Le contrôle a disparu, la maîtrise est apparue pour le remplacer. Petit aparté, la domestication, c'est un terme utilisé par Don Miguel Ruiz, l'auteur des 4 accords Toltec, le 5e, plus récemment publié. Également intéressant, le livre La maîtrise de l'amour, à découvrir. L'outil que je propose de découvrir ici vous aidera à identifier et neutraliser les mécanismes de domination chez vous, puis chez les autres. Vous trouverez ces clés concrètes à utiliser, des pistes claires à emprunter pour vous libérer. C'est la première étape et indispensable. Le deuxième outil, dont vous trouverez le lien sous la description, vous aidera à apprendre à maîtriser vos émotions. Ainsi, vous ne serez plus dominé par elles, vous aurez repris possession de votre pouvoir en les maîtrisant la plupart du temps. En proie à nos réactions émotionnelles, nous avons tendance à dire « c'est plus fort que moi ». C'est vrai et c'est faux. Dans les faits, plus vous tentez de contrôler, plus vous perdez le contrôle. Tout ce à quoi tu résistes persiste. C'est donc une réalité, en effet, peut-être celle que vous vivez et faites vivre plus ou moins fréquemment. La bonne nouvelle, c'est que ce qui paraît être vrai peut aussi être une illusion. Et vous pouvez en sortir définitivement. S'il vous plaît, soyez gentil, doux et patient avec vous. Voilà des années que vous avez été conditionné. Si j'y suis arrivée, tout le monde le peut. Destiné à l'accompagnement, bien qu'une ou deux blessures et par conséquent mécanismes sont généralement dominants, j'ai été initiée depuis mon plus jeune âge aux 4, de façon forte, voire extrême. Et aujourd'hui, je suis principalement et quasi continuellement centrée. Alors croyez en vous, car je peux vous l'assurer, si vous appliquez cette méthode rigoureusement pendant suffisamment de temps, vous allez y arriver. Dans le domaine du développement personnel, nous indiquons que 21 à 28 jours, un mois grosso modo, suffisent pour changer une habitude.
Qu'est-ce qu'un moi si à son terme, vous retrouvez votre pleine liberté? Sans compter qu'aujourd'hui, les énergies qui nous entourent sont beaucoup plus élevées, vous offrant d'en bénéficier plus rapidement. Dans cette autre réalité qu'est la maîtrise de soi, vers laquelle vous vous dirigez, plus vous lâchez prise, acceptez ce qui est et le traitez en vous avant d'agir, plus vous devenez maître de vous-même. Tout ce que tu embrasses s'efface. Comment y parvenir? C'est l'objet de cet atelier bien-être. Comment maîtriser ses émotions, dont vous trouverez le lien sous la description. Commençons donc par découvrir ce que sont ces mécanismes. Allez, c'est parti! Alors, mécanisme de domination. Attardons-nous 2 minutes sur sa signification. La domination, au sens général, c'est l'action d'exercer un pouvoir ou une influence supérieure sur quelqu'un ou quelque chose. En d'autres mots, dominer, c'est imposer sa volonté à quelqu'un, prendre le dessus dans une relation ou une situation, orienter ou contrôler le comportement de l'autre, parfois sans qu'il s'en rende compte. Cela peut être visible comme un chef qui ordonne ou subtil comme quelqu'un qui influence par la manipulation émotionnelle. Alors comment fonctionnent ces mécanismes de domination? En attirant l'attention de l'autre. Ces mécanismes nous permettent d'attirer l'attention de l'autre, de prendre l'énergie de l'autre. Le but, principalement inconscient, est d'obtenir attention ou pouvoir. Bien souvent, nous avons un mécanisme de prédilection, celui qui était efficace avec nos parents quand nous étions petits. Déjouer les mécanismes de domination, c'est d'abord agir sur soi, observer et prendre conscience de ces mécanismes pour mieux s'en libérer. Dans un second temps, observer les mécanismes de l'entourage pour se positionner de façon appropriée. Apprenons donc immédiatement à les identifier puis les neutraliser. James Redfield parle de 4 manières de dominer l'autre. 2 actives, intimidateur, interrogateur, et 2 passives, plaintif, indifférent. Pour ceux que cela intéresse, James Redfield nous explique à travers la quête du héros les mécanismes de domination des uns envers les autres, tout en nous démontrant visuellement comment l'énergie de quelqu'un vient absorber la nôtre. Nous nous sommes tous sentis au moins une fois dans notre vie dépourvus d'énergie face à certaines personnes, comme vidés, épuisés, alors que nous étions pleins d'énergie en arrivant. Ceci est l'expérience d'une vampirisation d'énergie. La prophétie des Andes est une aventure initiatique inspirante à découvrir, absolument. Commençons par l'intimidateur. Ce profil prend le pouvoir en imposant sa volonté par la peur, l'attaque ou le jugement. Il utilise l'agressivité pour dominer, dévaloriser et écraser l'autre afin de ne pas se sentir faible ou vulnérable. Il maintient sous pression son entourage par la crainte, remarques désagréables, embarrassantes, colère, crise de fureur. Il parle fort et souvent, ne laisse que peu de place aux autres. Il est plutôt autoritaire et en cas de résistance, peut devenir violent. Face à ce genre de situation, ne répondez pas à l'autorité ou à la pression exercée sur vous. Restez calme. Montrez que cette attitude n'est pas adaptée en le formulant simplement avec votre personnalité. L'intimidateur s'adresse souvent au plaintif. Vous trouverez ici des pistes concrètes pour désamorcer un profil intimidateur-persécuteur dans une relation personnelle, professionnelle ou autre, tout en préservant votre énergie et votre intégrité. Vous ne pouvez pas changer un intimidateur, mais vous pouvez changer votre manière d'y réagir, de vous positionner, ce qui modifie souvent la dynamique. Quand il ne peut plus prendre votre énergie, il se calme ou se détourne. Il est plus aisé de l'identifier chez soi que chez les autres aussi. Commençons par là. Le profil intimidateur-persécuteur ou contrôlant agressif, c'est le plus visible, le plus direct des profils. Il s'impose par la peur, la colère, l'agression ou la violence verbale ou physique. L'intimidateur fait peur
Il maintient sous pression son entourage par la crainte, des remarques désagréables, embarrassantes, des colères, des crises de fureur. Il parle fort et souvent, ne laisse pas de place aux autres. Il est plutôt autoritaire, peut faire preuve d'autoritarisme en cas de résistance et peut devenir violent. En résumé, l'intimidateur prend l'énergie des autres en les déstabilisant ou en les menaçant. Comment l'identifier chez les autres? Premier point, ils interrompent souvent et parlent fort. Deuxième point, ils critiquent et ou ridiculisent les autres pour les rabaisser. Troisième point, ils font preuve de colère fréquente et ou explosive. Quatrième point, ils utilisent la menace, même subtile, pour obtenir ce qu'ils veulent. Cinquième point, ils créent un climat de tension autour d'eux. Sixième point, ils ont besoin d'avoir raison et ou le dernier mot. Septième point, ils peuvent exercer un contrôle physique ou émotionnel. Huitième point, ils drainent l'énergie des autres en les mettant sur la défensive et ou en les mettant dans un état de peur. Comme vu précédemment, l'intimidateur s'adresse souvent aux plaintifs. Comment l'identifier chez soi-même? Il est plus difficile de reconnaître ce profil chez soi, mais certains signes ne trompent pas. Premier point, vous avez du mal à obtenir ce que vous voulez sans hausser le ton ou vous énerver. Deuxième point, vous vous sentez puissant ou vivant quand les autres cèdent ou se taisent. Troisième point, vous avez tendance à imposer votre point de vue. Quatrième point, vous êtes souvent impatient, surtout quand les autres n'obéissent pas rapidement. Cinquième point, vous ressentez parfois un vide ou un besoin de contrôle constant. L'idée ici n'est pas de blâmer ou culpabiliser, mais de responsabiliser. Prenez simplement conscience de vos actes, observez-les attentivement, c'est le seul moyen de les neutraliser. Si aucune blessure ne justifie quelque violence que ce soit, gardez en tête que ce n'est pas qui vous êtes, mais ce que vous faites. Vous avez donc le choix de reprendre possession de votre propre pouvoir, en l'occurrence sur vous-même. Décidez d'agir et non plus de réagir. Pour rappel, pour ce profil, enfant, vous avez peut-être été ignoré ou avez dû élever la voix pour exister. Vous avez pu grandir dans un environnement où vous ne vous sentiez pas écouté ou au contraire à des niveaux élevés face à des figures très dominantes et vous avez appris à frapper plus fort pour être entendu. Vous êtes un adulte aujourd'hui. Prenez la responsabilité de reconnaître et guérir l'enfant blessé en vous. Ce que vous voyez à l'extérieur est le miroir de ce que vous vivez à l'intérieur. Il vous appartient d'assumer pleinement la responsabilité de ce que vous faites et de ce que vous avez à faire à partir de ce qui surgit dans votre vie. Il y a ce qui vous arrive, ce que cela éveille ou blesse en vous, et il y a la manière dont vous choisissez d'y répondre. Et vraiment, si vous tenez trop à la magie de vos pensées, ce qui veut dire que la faute est à l'extérieur, ou que c'est à eux de s'adapter et de changer, il vous appartient de vous interroger. Qu'est-ce que vous essayez d'éviter? Quel manque ou blessure êtes-vous en train de cacher en fuyant cette part de responsabilité? Passons maintenant à la neutralisation d'un intimidateur. L'idée ici est de sortir du rapport de force. L'intimidateur impose, critique, élève la voix ou cherche à dominer pour prendre le pouvoir sur l'autre et se nourrit de votre peur, de votre culpabilité ou de votre soumission. Pour le neutraliser, gardez votre calme. Affirmez-vous sans agressivité et ne rentrez pas dans le conflit. Ne cherchez ni à fuir ni à vous justifier. L'objectif, refuser le combat tout en restant debout. Alors comment le neutraliser chez les autres sans s'écraser? Alors avec un profil intimidateur, restez calme mais solide.
Ne pas répondre par l'agressivité. Respiration, ton posé, regard direct. Je peux entendre ce que tu dis, mais ce ton ne me convient pas. Nommer le comportement sans l'attaquer, juste décrire ce qui se passe. Je refuse de poursuivre sans pouvoir m'exprimer librement ou être régulièrement coupé. Je ne peux pas échanger sur ce ton. Mettre des limites fermes. Je mets fin à la conversation, nous reprendrons plus tard, une fois la tension apaisée. L'intimidateur respecte souvent ceux qui s'affirment sans peur. Ne pas se justifier. Restez factuel. Plus vous vous défendez, plus il attaque. Répondez brièvement ou sortez du jeu. S'éloigner si nécessaire. Si vous sentez que la discussion devient toxique ou dangereuse, coupez court. Comment l'apaiser en soi? Travailler sur la colère refoulée. Journal, thérapie, sport, arts martiaux, art tout court. Apprendre à exprimer ses besoins sans imposer. Guérir la peur d'être faible, inutile ou invisible. Se remémorer que être écouté ne demande pas d'écraser. Et si c'est trop compliqué, se faire accompagner en cas de difficulté est un signe de responsabilité assumée. Petit résumé en mots-clés pour le profil intimidateur-persécuteur. Les mots-clés donc crie, attaque, humilie, s'impose par la peur, rejette la vulnérabilité. L'objectif caché ou souvent plutôt inconscient, ne pas être faible, cherche à garder le contrôle, craint l'humiliation ou le rejet, se protège en attaquant. Petite citation à méditer pour les profils intimidateurs. S'imposer par la peur, c'est gouverner par la blessure. S'affirmer dans le respect, c'est gouverner par la maturité. Passons maintenant au profil interrogateur-sauveur, qui mélange deux dynamiques du modèle des drames de contrôle de James Redfield, tiré de la prophétie des Andes. Le profil interrogateur, qui prend le pouvoir par le questionnement critique et le doute, et le profil sauveur, qui prend le pouvoir en se rendant indispensable, en aidant sans qu'on le demande. Quand ces deux profils cohabitent chez une même personne, cela crée une manipulation subtile mais puissante. Aider l'autre, tout en le plaçant en position d'infériorité ou de culpabilité, souvent sous couvert de bienveillance. L'interrogateur vous questionne, il cherche des points faibles. Une fois qu'il les a trouvés, il tentera de vous déstabiliser, critiquer vos erreurs, souligner vos faiblesses. Il vous dévalorise et vous rabaisse en permanence. Il met en avant son intelligence, son sens de la répartie, son esprit critique. Dans ce contexte, plus vous cherchez à vous justifier, plus vous lui donnez de l'énergie. L'indifférence choisie ou le silence est une solution efficace. Vous trouverez ici des pistes concrètes pour désamorcer un profil interrogateur-sauveur dans une relation personnelle, professionnelle ou autre, tout en préservant votre clarté mentale, votre liberté intérieure et votre autonomie. Vous ne pouvez pas rééduquer un interrogateur ou le convaincre d'arrêter de tout analyser ou tout contrôler. En revanche, vous pouvez changer votre manière de lui répondre en ne cédant ni à la confusion, ni à la tentation d'entrer dans son jeu mental. Quand il ne peut plus capter votre attention, ni exercer son pouvoir par l'interprétation, le système se désamorce. Il se calme ou détourne son attention. Ce n'est pas en répondant à ces questions, ni en cherchant à le convaincre qu'on s'en sort. C'est en restant centré, sobre et clair sur ce que vous ressentez et ce que vous choisissez de dire ou pas. Comment identifier l'interrogateur sauveur chez les autres? Premier point, il pose des questions intrusives pour repérer vos failles, puis propose ses solutions. 2.
il se mêle de ce qui ne le concerne pas, sous prétexte d'aider. 3. Il vous fait sentir que vous ne faites pas assez bien les choses. 4. Il prend l'ascendant moral. Je veux juste t'aider. Tu ne vois pas que tu te fais du mal? 5. Il vous pousse à vous justifier ou à vous sentir redevable. Il ne supporte pas qu'on refuse son aide ou qu'on aille mieux sans lui, sans elle. Il aide, mais de manière conditionnelle, pour garder le contrôle. Comment identifier l'interrogateur sauveur chez soi? Vous avez peut-être ce profil si, premier point, vous aidez les autres sans qu'ils les aient demandé, puis vous sentez blessé s'ils refusent. 2. Vous vous sentez valorisé quand quelqu'un dépend de vous. 3. Vous posez beaucoup de questions pour comprendre, mais aussi contrôler. 4. Vous ressentez le besoin de sauver ou réparer les autres pour exister. 5. Vous avez du mal à dire « ce n'est pas mon affaire ». 6. Vous vous sentez frustré si l'autre ne suit pas vos conseils. Souvent, cela cache une peur d'être inutile, ignoré ou rejeté. Alors on reste indispensable en devenant celui ou celle qui aide. Comment neutraliser un interrogateur? L'interrogateur cherche à garder le contrôle par des questions, des critiques voilées ou une curiosité insistante. Cela peut créer un malaise, une mise sous pression ou un doute de soi. Pour neutraliser ce profil, ne cherchez pas à tout justifier ou à répondre parfaitement. Restez calme, clair, sobre dans vos réponses ou ne répondez pas. C'est votre tranquillité intérieure qui coupe l'emprise. L'objectif, ne pas nourrir le jeu de contrôle par le mental. Comment neutraliser le profil interrogateur, bien évidemment sans violence? 1. Posez des limites claires. Merci pour ton inquiétude, mais j'ai besoin de trouver mes réponses par moi-même. Je préfère qu'on ne parle pas de ça maintenant. Ne pas entrer dans le jeu du justificatif. 2. Répondez simplement sans vous expliquer trop. 3. Gardez votre énergie. Je t'entends, je prends note. Rendre à l'autre sa responsabilité. Ton niveau d'implication est élevé? Est-ce que c'est vraiment ton rôle ici? Ne pas culpabiliser de dire non. 4e point, le sauveur vous fait sentir égoïste si vous refusez son aide. 5e point, mais c'est votre droit de ne pas vouloir être sauvé. Neutralisez le profil interrogateur-sauveur en soi-même. 1er point, apprendre à observer sans intervenir. 2. Aider seulement si l'autre demande et accepter qu'il dise non. 3. Travailler sur son besoin de reconnaissance ou d'importance autrement que par l'aide forcée. 4. Se rappeler, aimer, ce n'est pas sauver, c'est accompagner. Petit résumé du profil interrogateur-sauveur et quelques mots-clés. Pose des questions pour garder le dessus. Analyse, critique, déstabilise, contrôle par le mental, fuit l'émotion et l'incertitude. Objectif caché ou inconscient, ne pas perdre la maîtrise, chercher à garder la supériorité intellectuelle, craint l'inconnu, le flou ou la perte de repères, se protège en questionnant, en analysant ou en critiquant. Citation pour le profil interrogateur-sauveur à méditer. Contrôler par le mental, c'est fuir la relation réelle. Se relier avec clarté, c'est oser la présence. Comment identifier le profil plaintif-victime? Le plaintif a tendance à se plaindre pour obtenir de l'attention ou fuir la responsabilité. Il lui arrive toujours des problèmes, il manque d'amour, d'amis, d'argent.
Il demande qu'on l'écoute pendant des heures et qu'on le console. Il est passif et épuise votre énergie par son manque d'action et de réactivité. Le mieux que vous puissiez faire, c'est d'écouter et de consoler votre interlocuteur jusqu'au moment où cela commence à vous peser, à vous fatiguer. Ensuite, mettez poliment fin à cette discussion. Vous ne pouvez pas réparer un plaintif ni le convaincre de voir les choses positivement. Mais vous pouvez choisir de ne plus entrer dans son jeu en refusant de porter à sa place ce qu'il ne veut pas prendre en charge. Quand il ne capte plus votre attention ou votre compassion automatique, le mécanisme perd de son pouvoir. Il se recentre ou cherche un autre interlocuteur. Vous trouverez ici des pistes concrètes pour désamorcer un profil plaintif victime dans une relation, encore une fois personnelle, professionnelle ou autre, tout en préservant votre énergie émotionnelle, votre clarté et votre bienveillance. Ce n'est pas en donnant des conseils ni en essayant de le sauver qu'on apaise un plaintif. C'est en écoutant brièvement avec empathie, puis en le renvoyant à sa propre responsabilité avec calme et fermeté. Alors, quelles sont les actions qui nous permettent d'identifier le profil, le plaintif victime chez les autres? 1. Il se plaint constamment sans chercher à agir. Je n'y peux rien. C'est toujours comme ça. 2. Il évoque souvent la fatalité, l'injustice ou la malchance. 3. Il vous fait culpabiliser si vous ne l'aidez pas. Tu vois bien que je suis seule. 4. Il ne cherche pas vraiment de solution, mais veut de l'attention, du secours, de l'énergie. 5. Il peut devenir passif-agressif si on lui propose d'agir. Oui, mais pour toi, c'est facile. 6. Il se met souvent en scène comme la personne incomprise ou martyrisée. 7. Il prend le pouvoir en rendant l'autre responsable de son mal-être. Comment identifier le profil victime-plaintif chez soi? Il se plaint souvent, mais rejette ou ignore les conseils. 2. Il attend que quelqu'un vienne le sauver ou décide pour lui. 3. Il dit ou pense « Je n'ai pas le choix, ce n'est pas ma faute, je n'y arrive pas tout seul. » 4. Il se sent soulagé quand l'autre prend les choses en main à sa place. 5. Il utilise parfois la souffrance pour obtenir de l'attention. Souvent, ce profil cache une peur de l'échec ou du rejet, une croyance d'impuissance. Je ne vaux pas assez, et un besoin d'amour ou de reconnaissance non exprimé autrement. Comment neutraliser un profil plaintif victime? Le plaintif attire l'attention en se positionnant en victime constante. Il cherche soutien, compassion ou solution sans jamais vraiment vouloir changer. Pour neutraliser ce profil, écoutez brièvement sans surréagir, puis renvoyez-le à sa responsabilité avec bienveillance mais fermeté. Ne vous laissez pas aspirer dans le sabotage. L'objectif, ne pas nourrir la plainte, mais inviter à l'autonomie. Comment neutraliser le profil plaintif-victime chez les autres? 1. Refuser le rôle de sauveur. Je comprends que ce soit dur, mais je ne peux pas faire à ta place. Tu as le droit de souffrir, mais c'est à toi de voir ce que tu veux en faire. 2. Ramener à la responsabilité. Poser des questions qui ouvrent à l'action. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Qu'est-ce que tu attends de moi exactement? 3. Fixer une limite d'écoute. N'écoutez pas pendant des heures si la plainte tourne en boucle. Je peux t'écouter un moment, mais je ne veux pas rester bloqué là-dessus avec toi. 4. Ne pas culpabiliser. Ce n'est pas à vous de porter ou résoudre ce que l'autre refuse d'assumer. Je suis là, mais je ne peux pas être responsable à ta place. Comment sortir de ce rôle en soi ou comment le neutraliser chez soi? 1. Reconnaître sa souffrance sans s'y installer. 2. Se poser cette question clé.
qu'est-ce que je peux faire, même un petit pas, pour sortir de là? Apprendre à demander de l'aide sans manipuler. Transformer la plainte en besoin clair ou en demande d'écoute temporaire, pas en stratégie permanente. Se rappeler, je ne suis pas impuissant ou impuissante, j'ai des ressources. Petit résumé mots-clés pour le profil victime plaintif. Se plaint, se dévalorise, refuse les solutions, dépendance émotionnelle. L'objectif caché ou inconscient, ne pas se confronter, recherche l'amour, l'attention, la protection, peur d'agir, peur de perdre l'attention, cache une croyance d'impuissance. Citation à méditer pour le profil plaintif victime. Être vulnérable, ce n'est pas se plaindre, c'est oser dire sa vérité, s'enfuir sa responsabilité. Abordons le profil indifférent fuyant et notamment comment l'identifier. Alors, ce profil prend le pouvoir en se retirant, en créant un manque, un flou ou un silence déroutant. Il attire l'attention, le contrôle en se rendant insaisissable, ce qui pousse les autres à courir après, à deviner, à se remettre en question. L'indifférent est dans une stratégie d'évitement, de retrait ou de silence comme mode de contrôle. Il joue sur la peur de l'abandon et du rejet. Il se désintéresse, manque de disponibilité, refuse la coopération. Et il peut être dissimulateur. Ce comportement s'explique du fait qu'il intériorise ses peurs, ses angoisses et ses doutes. Face au conflit, il va se détacher, fuir la situation. Le dialogue deviendra à ce moment impossible. Vous aurez beau faire, cette personne agira en toutes circonstances dans ce sens, car l'indifférence n'est pas liée à ce que vous dites ou faites, ni à ce que vous êtes. Une solution efficace consiste totalement à lâcher prise et ne pas courir après cette personne. Vous trouverez ici des pistes concrètes pour désamorcer un profil fuyant indifférent dans une relation personnelle, professionnelle ou autre, tout en préservant votre stabilité émotionnelle, votre lucidité et votre élan relationnel. Vous ne pouvez pas forcer un fuyant à s'ouvrir, à parler ou à s'impliquer. Mais vous pouvez modifier votre manière d'interagir avec lui en arrêtant de le poursuivre, de combler les silences ou d'interpréter ses absences. Quand il ne peut plus se nourrir de votre agitation, de votre culpabilité ou de vos tentatives pour maintenir le lien à tout prix, il perd l'avantage émotionnel, il s'apaise ou il fuit plus loin. Mais dans tous les cas, vous restez souverain de votre énergie. Ce n'est pas en lui demandant encore une explication ni en devinant à sa place ce qu'il ressent qu'on sort de cette dynamique. C'est en posant clairement vos attentes, en laissant de l'espace sans céder sur l'essentiel et en restant ferme sans fermer votre cœur. Comment identifier concrètement le profil indifférent fuyant chez les autres? 1. Il donne très peu d'informations, répond vaguement, change de sujet ou garde le silence. 2. Il évite les confrontations, ne dit pas ce qu'il pense, mais agit par retrait ou non-dit. 3. Il semble absent, distrait, ailleurs quand on lui parle. 4. Il fait planer un mystère qui donne envie de comprendre, de percer ses carapaces. 5. Il peut rester flou volontairement pour garder l'ascendant. Je ne sais pas trop, peut-être. 6. Il peut vous faire sentir ennuyeux, ennuyeuse, trop intense ou trop exigeante. Ce profil contrôle les autres en les laissant dans l'incertitude, voire dans la frustration. Comment identifier le profil indifférent, fuyant chez soi? 1. Il se réfugie dans le silence ou l'évitement quand quelque chose le dérange. Il donne des réponses vagues pour ne pas s'exposer ou ne pas blesser. Il a peur d'être envahi, étouffé ou pris au piège dans une relation. Il se sent plus à l'aise dans le retrait que dans le dialogue ou l'émotion. Il est souvent perçu comme froid, distant ou mystérieux.
Cela peut montrer une peur d'être rejeté si on montre sa vraie nature. Une stratégie de protection contre des conflits ou émotions trop fortes, ou une blessure de rejet ou d'abandon déguisée en indépendance. Comment neutraliser un profil indépendant fuyant? Le fuyant évite les conflits. Il se retire, se tait ou fait semblant que tout va bien. Il se protège en se déconnectant, ce qui peut générer frustration, doute ou solitude chez l'autre. Pour le neutraliser, ne le poursuivez pas, ne cherchez pas à forcer le dialogue. Restez présent, clair, posé et posez vos limites sans pression. L'objectif, ne pas combler son silence, mais rester ancré dans votre présence. Comment neutraliser ce profil indifférent fuyant chez les autres? Ne pas courir après. L'indifférent gagne du pouvoir si vous insistez. Restez centré, sobre. Je suis là si tu veux me parler, mais je ne t'attendrai pas indéfiniment. Mettre de la clarté. Quand tu ne réponds pas, je ne sais pas comment me positionner. J'ai besoin de clarté. Exprimer un besoin, une accusation. Ne pas l'attaquer, sinon il fuira plus encore. Je ressens un manque de lien et j'ai besoin d'un échange plus ouvert entre nous. Poser des limites. Dans le flou, je prendrai mes décisions sans attendre que ça vienne de toi. Mais je préfère qu'on en discute ensemble. Comment neutraliser le profil indifférent fuyant chez soi? 1. Apprendre à accueillir les émotions, même inconfortables, au lieu de les fuir. 2. Prendre le risque d'exprimer ses vrais ressentis, ses désirs, ses peurs. 3. Remplacer l'évitement par des phrases simples. Je ne sais pas encore quoi dire, mais je suis là. Je suis mal à l'aise, mais je veux rester en lien. Se rappeler, être présent ne signifie pas se perdre dans l'autre. Petit résumé du profil indifférent fuyant. Se retire, reste vague, refuse le conflit, fuit l'intimité, garde les autres en attente. Objectif caché ou inconscient, se protéger, créer du manque pour garder le contrôle, craint l'invasion ou le rejet, se sent en sécurité dans la distance. Citation à méditer pour le profil indifférent fuyant. Se protéger, ce n'est pas disparaître. C'est apprendre à rester en lien sans se nier. Comme convenu, en dernier lieu, nous allons aborder le profil centré équilibré et voir comment effectivement l'identifier. Le centré démontre une posture équilibrée, consciente, stable et sans contrôle. Vous trouverez ici des repères pour reconnaître, cultiver et vous appuyer sur ce profil centré, aligné, que ce soit chez vous ou chez les autres, dans une relation personnelle, professionnelle ou autre. Un profil centré ne cherche pas à contrôler, ni à fuir, ni à plaire. Il reste présent, clair, en lien avec ses ressentis, sans se laisser happer par les jeux de pouvoir autour de lui. Il agit depuis un lieu d'équilibre et de responsabilité. Et même si vous ne pouvez pas fabriquer quelqu'un de centré, vous pouvez vous inspirer de cette posture pour vous y ancrer vous-même. Car votre stabilité intérieure influence la relation autant, sinon plus que vos mots ou vos actions. Quand vous êtes centré, sans jugement ni réactivité, les autres finissent souvent par s'ajuster à votre calme ou par abandonner leur jeu, faute d'écho. Ce n'est pas en cherchant à avoir raison, à sauver, à fuir ou à attaquer que vous gagnerez en puissance. C'est en restant ancré, à l'écoute et aligné entre ce que vous ressentez, pensez et exprimez que vous créez un espace relationnel sain, respectueux et transformateur. Alors comment l'identifier chez les autres?
Une personne centrée est alignée. Elle s'exprime avec clarté et respect, même quand elle est en désaccord. Elle est ancrée dans l'instant, ne se laisse pas happer par la provocation. Elle accueille les émotions, les siennes et celles des autres, mais ne les subit pas. Elle pose ses limites sans violence, avec calme et fermeté. Elle écoute, sans chercher à sauver, à convaincre ou à fuir. Une personne centrée, alignée, assume ses actes, ses erreurs, ses ressentis. Oui, je me suis trompée. Je sens que cette situation me touche. Elle ne joue aucun rôle. Elle est juste présente, authentique et responsable. La personne centrée ne cherche ni à dominer, ni à séduire, ni à se plaindre. Elle est, tout simplement. Comment l'incarner en soi, cette personne centrée et alignée? Eh bien, en prenant le risque de ressentir avant d'agir ou de parler. En assumant son vécu sans accuser ni fuir. En ressentant de la colère, mais en choisissant de ne pas l'imposer. Elle n'a pas besoin d'avoir raison, mais veut comprendre et être comprise. Elle peut dire non avec douceur et oui avec conscience. Elle refuse de jouer un rôle sauveur, victime, intimidateur, fuyant. Elle reste elle. Elle ne réagit pas, elle répond. Elle ne contrôle pas, elle co-crée. En conclusion, comme vu dans les vidéos des 5 profils, ces mécanismes qui ont aussi développé de nombreuses qualités chez vous ne sont pas qui vous êtes, mais ce que vous faites, le plus souvent inconsciemment. Abordons donc ensuite en synthèse les bienfaits et bénéfices de l'identification et la neutralisation des mécanismes chez soi. Revenir à soi est le premier point, sortir du pilote automatique. Deuxième point, reconnaître les profils relationnels en soi, victime, persécuteur, sauveur, fuyant. C'est un acte de courage. Cela demande d'oser se regarder avec honnêteté, sans se juger, pour comprendre d'où viennent nos réactions et ce qu'elles cherchent à protéger. Chacun de ces rôles a été utile à un moment de notre histoire. Ils ont servi à éviter la douleur, à nous faire aimer, à ne pas être rejetés. Mais aujourd'hui, ils deviennent des automatismes qui nous éloignent de notre liberté intérieure, de notre vérité et de nos relations profondes. Quand nous reconnaissons en nous ces mécanismes, nous pouvons choisir de ne plus réagir depuis nos blessures, mais d'agir depuis notre conscience. Nous ne sommes plus dominés par le besoin d'avoir raison, de fuir, de séduire ou d'imposer, ou par quelque peur que ce soit. Nous devenons capables de nous tenir debout, de dire non sans violence, de sentir sans nous noyer, et de demander sans mendier. C'est ainsi que nous reprenons possession de notre propre pouvoir. Pas sur l'autre, mais sur notre propre monde intérieur. C'est là que commence la véritable liberté. Nous ne sommes pas ce rôle. Nous sommes la personne qui peut l'observer et choisir autrement. C'est dans cette conscience que nous retrouvons notre pleine puissance. Abordons maintenant les bénéfices et bienfaits qu'apporte l'identification et la neutralisation des mécanismes chez les autres. Reprendre le pouvoir sur nos relations, identifier les profils relationnels issus des drames de contrôle, n'est pas un jugement, mais un acte de lucidité, de discernement. Comme nous venons de le voir, ces rôles, ces masques, ne représentent pas notre identité. Ce sont des stratégies de survie que nous avons adoptées inconsciemment pour nous protéger, obtenir de l'attention ou éviter la souffrance. Les repérer en soi et chez les autres, c'est faire un pas vers cette liberté intérieure. Chaque fois que nous refusons d'entrer dans un jeu de pouvoir, que nous sortons de la réaction automatique pour revenir à la conscience, nous brisons une boucle répétitive.
Nous ne sommes plus des pions dans un scénario usé. Nous devenons auteurs de notre relation, responsables de notre énergie. Neutraliser ces profils, ce n'est pas contrôler l'autre ou supprimer le conflit. Bien au contraire, c'est créer un espace relationnel sain où chacun peut être entendu sans avoir à crier, exister, sans dominer, exister sans fuir. C'est retrouver une forme d'autorité tranquille, celle qui naît de l'alignement entre ce que je ressens, ce que je pense et ce que j'exprime. C'est assumer notre part de responsabilité dans toutes nos relations, avec les autres et avec soi, avec discernement et bienveillance. À mesure que nous apprenons à reconnaître ces rôles, à poser nos limites et à rester présents, nous cultivons une posture nouvelle, celle du profil centré, qui incarne la maturité émotionnelle, la présence authentique et la liberté relationnelle. Et après, je vous invite à passer de la prise de conscience à l'action. Identifier ces rôles, c'est déjà un grand pas. Mais pour transformer durablement nos schémas, il est essentiel de développer une nouvelle manière de gérer nos émotions au quotidien. Car c'est au cœur de l'émotion que tout se joue. Soit nous tombons dans un vieux réflexe, soit nous choisissons une réponse consciente. C'est pour cela qu'un outil simple et structurant en 5 étapes peut faire toute la différence. Il nous aide à s'arrêter, stop, ni agir ni réagir, faire une pause en première étape. 2. Identifier notre ressenti sans le juger. 3. Accueillir l'émotion sans fuir ni réagir pour la neutraliser. 4. Prendre conscience du besoin, de la valeur ou de la blessure qui se cache derrière. Et 5. Choisir une action alignée plutôt qu'un comportement automatique réactif. Ce processus permet de sortir du pilotage émotionnel automatique, c'est plus fort que moi, et de retrouver une posture claire, calme, centrée, même dans les tempêtes relationnelles. C'est un outil puissant pour celles et ceux qui veulent sortir des jeux de pouvoir, renforcer leur ancrage et vivre des relations plus justes et vivantes. En dessous de cette vidéo, vous retrouverez un lien vers cet outil de gestion de vos émotions. Il est accessible gratuitement et vous permettra de développer votre capacité à maîtriser vos émotions, quelles que soient les circonstances et le domaine de votre vie, afin d'être et rester en phase avec vous-même, sans vous blesser ni nuire à autrui. Par ailleurs, de nouveau, vous trouverez également 4 liens vers des ateliers individuels de découverte de soi, les fondamentaux essentiels pour votre bien-être, valeurs, besoins, limites, croyances. Se connaître en profondeur est fondamental pour cultiver un bien-être durable et entretenir des relations saines avec les autres. Cela permet de mieux gérer ses émotions, de prendre des décisions alignées avec ses valeurs et d'être plus authentique dans ses interactions. Petite recommandation, prenez le temps de revisionner cette vidéo pour en assimiler tous les aspects. La répétition est une alliée. Une réécoute ouvre la porte d'autres compréhensions, des points qui ne nous avaient pas interpellés en premier lieu. En développement personnel comme dans la vie, rien n'est jamais permanent. Tout évolue constamment. La seule certitude sur laquelle nous pouvons nous reposer est la permanence du changement. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube en accès illimité. Le nom de ma chaîne est Jeanne-Monique Cotin, coach bien-être. Ou en lien sous cette vidéo directement. Lorsque l'arborescence de cette chaîne se développera, vous découvrirez d'autres outils et ressources pour approfondir votre connaissance de vous-même. L'auto-coaching, simple et accessible, vous offrira un vrai bien-être intérieur, plus de clarté, plus d'ancrage et la liberté d'avancer à votre rythme en conscience. Agissez dès maintenant pour prendre le chemin de votre bien-être émotionnel et vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Inscrivez-vous pour ne rien manquer, du nouveau contenu sera régulièrement ajouté. Si ces outils sont gracieusement à votre disposition, vous pouvez également me contacter pour obtenir un accompagnement personnalisé ou participer à l'un de mes ateliers Solutions Bien-être.
Ces services sont disponibles en présence ou en ligne. Pour me contacter, 3 possibilités. Mail, site web et LinkedIn. Merci pour votre écoute. Au plaisir d'échanger, vous rencontrer et vous accompagner. Prenez grand soin de vous et à très vite. Je vous embrasse.